Bonjour à tous, merci Eric pour l'invitation. Donc en effet, l'objectif de ma présentation aujourd'hui, c'est de faire un point sur les maladies du bois. Vous montrer, j'en présenterai que trois, les principales qui touchent la France et qui touchent les vignobles. La partie jaune, ce sera présentée par Philippe Larignon juste après. Et vous montrer l'état des recherches, ce que l'on sait, et surtout les perspectives de recherche afin de mieux contrôler ces maladies du bois. Alors, pour commencer, en effet, on a observé ces dernières années une progression inquiétante des maladies, progression inquiétante dans différentes régions. Oui, mes diapos sont un peu coupés là, mais ça va. Donc, progression inquiétante au niveau du chardonnay. On voit une augmentation, donc ces 10 dernières années, c'est issu d'un suivi au niveau des maladies du bois. Donc, on peut voir 6% pour le chardonnay en 2012. 9% pour le gamay, et puis on voit dans le Jura que ça touche beaucoup plus, ça peut aller de 37 à 45%. Donc selon les régions viticoles, on voit une progression, c'est vraiment ces dernières années, de l'expression des maladies. Alors si on regarde l'impact de ces maladies en Europe, eh bien de ces observatoires, il est ressorti qu'en 2013, le pourcentage d'affectation du vignoble en France était de 13%. Que nos voisins européens, que ce soit l'Italie, l'Espagne, le Portugal, étaient également affectés, avec des chiffres plus ou moins variants selon les régions. Donc vous verrez des variations entre 3 et 20%. Donc là, ce sont des estimations. Donc on va voir qu'après, il va y avoir un gros travail pour affiner ces estimations et donner des informations plus précises sur l'impact de ces maladies selon les régions et les cultivars. On voit que les pays de l'Est sont également touchés. Et on voit aussi d'autres régions comme l'Angleterre, la Grèce, la Hongrie, où ces maladies s'expriment de plus en plus. Donc bien évidemment, en conséquence de l'expression de ces maladies, eh bien, ça entraîne des conséquences économiques, des pertes aussi bien d'un point de vue qualité ou quantité au niveau production, et puis un coût aussi parce que tout cette malade finit par mourir et il va bien falloir le remplacer, et ce remplacement a un coût aussi à prendre en compte. Alors ces maladies touchent l'Europe, donc oui, on y travaille à l'échelle de l'Europe, mais il faut savoir aussi que ces maladies touchent le monde entier. Partout où il y a des vignes, des observations des maladies du bois ont été notées. Donc vous le verrez après, on a nos collègues australiens de Nouvelle-Zélande qui sont là. Ça va de la Nouvelle-Zélande à l'Australie, au Brésil, au Mexique, au Canada. Tous les pays où il y a des vignes, on peut trouver l'expression des maladies du bois. Alors, qui sont responsables de ces maladies? Alors, on parle des maladies du bois. Dans le vignoble, on va principalement nous parler de l'eutypiose, de l'esca, du black d'édarme ou du Botryopsferia dibach. Et ces maladies sont associées à des pathogènes. À des pathogènes, vous avez vu, j'ai mis un S à champignons. C'est pas comme botrytis, la pourriture grise, un pathogène. Là, on est face à des maladies qui sont associées à plusieurs pathogènes, qui complexifient ces maladies-là. Alors on va le voir, il y a l'eutypiose avec Eutypalata, l'esca différents pathogènes et le black d'édarme avec des Botryopspheriaceae, dont les principaux en France, on retrouve Diplodia seriata et Neophusicoccum parvum. Alors par rapport à ces maladies, elles touchent toute la filière viticole, c'est-à-dire qu'elles vont de la pépinière jusqu'à la production au vignoble. Alors au niveau de la pépinière, j'ai seulement montré un exemple, donc c'est des travaux réalisés par l'IEV, notamment par Philippe Larignon. Donc si vous avez des questions, je pense que Philippe pourra y répondre. On peut voir que les champignons sont déjà présents au stade pépinière, donc très peu présents là dans le cas présenté pour des champignons impliqués dans l'esca dans les premières étapes, puis après dans l'état de chauffe et enfin dans la partie développement en champ avant commercialisation. Que ce soit les champignons présents pour l'esca ou pour le black d'édarme ou Botryopsferia dibach, on voit que ces champignons sont présents dans la période d'élevage. Donc quand vous achetez, vous, des jeunes plants pour les remettre après au vignoble, les pépinières essayent de produire des plants les plus sains possibles. Après, il faut savoir que les champignons sont déjà présents. Donc certaines équipes travaillent sur la réduction de l'inoculum de façon à limiter et avoir des plants les plus sains possibles pour qu'après, ce que vous plantez soit le plus sain possible au départ. Sachant qu'après, de toute façon, au vignoble, vous aurez une contamination annuelle de votre cep. Au niveau vignoble, ce que l'on sait, eh bien, vous avez ce complexe de champignons qui est présent, qui contamine principalement les plaies, alors que ce soit les plaies de taille hivernale ou les plaies laissées en verre selon les travaux qui sont pratiqués. Ces champignons pénètrent dans le bois,
et vont induire des nécroses dans le bois. Ils vont dégrader le bois. C'est pour ça qu'on parle des maladies du bois de la vigne, puisque ces champignons pathogènes dégradent le bois sous différentes formes et vous aboutissez à des nécroses. Sur la photo du dessus, grise, où vous voyez marqué xylème, on voit un vaisseau de xylème et à l'intérieur, on voit du mycélium de champignons. Donc ces champignons passent par les plaies de taille et après migrent dans l'intérieur de la plante et se localisent dans les parties pérennes, dans la partie souche de la plante. Puis après, ces champignons s'installent, donc une partie est déjà présente en sortie de pépinière, une partie recontamine quand vous mettez les jeunes plants au vignoble, et puis ces champignons s'installent et 1, 2, 3, plusieurs années de latence, ils restent dans la plante, ils se multiplient, ils se développent, et c'est seulement après plusieurs années où vous pouvez voir l'expression des symptômes foliaires, qui fait que vous vous rendez compte que les champignons sont présents et que la plante exprime les maladies, quand vous voyez l'expression des symptômes foliaires. L'expression des symptômes foliaires qui, en général, après quelques années, ça dépend de l'expression de la maladie, on le verra après, va aboutir à la mortalité du cep, qui va donc remettre en cause la pérennité du vignoble. Donc, par rapport à ça, comment on peut essayer de synthétiser et de regrouper les facteurs et d'expliquer, de hiérarchiser ces maladies-là. Alors, on part de porteurs sains, donc de cep qui portent les pathogènes, qui ont le potentiel d'exprimer la maladie, et puis après, ce que vous observez quand certains cep expriment la maladie. Ce qui est sûr, c'est qu'au départ, il faut qu'il y ait le facteur de contribution, c'est-à-dire la présence des champignons. Ces champignons, ils sont présents sur la majorité des cèpes au vignoble. Ça, c'est le point de départ qu'il faut savoir. Après, vous allez avoir des facteurs de prédisposition, des facteurs qui sont là et qui vont faire que certains cèpes vont plus s'exprimer ou pas la maladie. Alors parmi ces facteurs de prédisposition, on peut regrouper, ça peut varier selon les personnes, mais globalement on regroupe les facteurs environnementaux, le cépage, le porte-greffe, l'âge de la plante, le mode de conduite, la vigueur de la plante. Et puis associé à ces facteurs de prédisposition, vous avez des facteurs d'incitation selon les conditions climatiques, donc selon s'il y a une période de sécheresse, s'il y a plus ou moins de précipitations, donc ces fluctuations qu'on a de façon annuelle. Donc qui fait que vous avez dans une parcelle des cèpes qui n'expriment pas la maladie, des cèpes porteurs sains, et le pied d'à côté qui exprime la maladie, alors qu'initialement ces cèpes ont le même potentiel. On a observé aussi, ce que l'on sait à l'heure actuelle, c'est qu'il y a une grande disparité selon les cépages et les régions. Alors sur ce document-là, vous pouvez voir que selon les cépages, on va distinguer ceux qui expriment moins de 2%, 2 à 5% et plus de 10%. Et vous regarderez, j'ai pointé le chardonnay. Le chardonnay, si ce chardonnay est présent en Champagne ou en Bourgogne, dans le 51 ou 21, exprime moins la maladie que le chardonnay qui est présent dans le 89, 71 ou 39. Donc il serait intéressant de mieux comprendre ces différences. On sait qu'il y a des sols différents, on sait qu'il y a des pratiques culturelles différentes, de savoir pourquoi il y a aussi mieux comprendre cette sensibilité selon les régions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, ces maladies s'expriment partout dans le monde et à l'heure actuelle, on n'a pas encore identifié, on ne trouve pas de cépages résistants. Tout le monde a la possibilité d'exprimer cette maladie-là avec des sensibilités différentes. Alors, par rapport aux moyens de lutte, eh bien, vous le savez tous, depuis novembre 2001, l'arsénite de sodium a été interdit d'un point de vue réglementaire, toxique pour l'environnement, toxique pour l'être humain. Alors, depuis 2001, eh bien, oui, en effet, nous, chercheurs, on a un bon nombre de subventions, pour retravailler sur ces maladies-là, qui étaient un peu mises de côté. Tant qu'il y avait l'arsénite, on contrôlait relativement bien, donc ça allait bien. Le jour où l'arsénite a arrêté, on a vu dans certaines régions, ce n'était pas systématique, une augmentation de la maladie, c'est devenu inquiétant. Donc on nous a sollicité pour travailler dessus. Évidemment, on est parti sur certaines maladies de pas grand-chose, donc ça prend du temps. Je ne vais pas vous proposer des solutions miracles aujourd'hui, je vais juste vous faire un inventaire de la recherche et vous montrer les pistes que l'on a. Donc arrêt de l'arsénite, donc depuis 2001, il n'y a pas de traitement aussi efficace. Il y a des traitements qui sont proposés, mais on ne retrouve pas cette efficacité à 100% dans certains cas qu'on avait pour l'arsénite. Pourquoi ? Eh bien, je vous le dirai après, on va essayer de mieux comprendre quelque part ce qui se passait pour l'arsénite pour voir si on peut se servir de ces connaissances-là pour mieux progresser.
Donc en effet, depuis quelques années, il y a des initiatives privées et publiques pour trouver des moyens de lutte. Il y a des choses qui sont proposées. Donc vous avez des compagnies privées qui y travaillent, vous avez des instituts de la recherche, l'IFV, l'INRA, des universités qui essayent de proposer des moyens de lutte. Il y a des pistes qui sont envisagées. Donc vous avez l'utilisation d'agents biologiques comme trichoderma qui est actuellement utilisé avec une certaine efficacité et des fongicides qui sont également proposés pour essayer de réduire, de contrôler les maladies du bois. On n'est pas là pour éradiquer, ça c'est utopique je pense, on est là pour mieux comprendre comment les contrôler et limiter leur expression. Alors, ces moyens de lutte envisagés, les pistes, comment on y travaille? Eh bien, deux possibilités. Soit on travaille sur le côté champignon, par rapport aux pathogènes, soit on travaille par rapport à la plante, où on essaye de coupler les deux actions en même temps. Alors, par rapport aux champignons, les pistes qui sont envisagées, ça peut être la production de plants sains le plus simple possible. Ça à 100%, c'est pas possible. Je pense que tout le monde en est conscient. Donc, le plus simple possible en sortie de pépinière. La protection des voies de pénétration, puisqu'on sait bien que les champignons pénètrent par les plétailles ou par d'autres plaies, donc ça peut être une possibilité envisagée. Limiter leur développement sur le cep, donc contrôler l'inoculum. Ils sont là, il y a une contamination qui est possible. Dans le vignoble, il y a plein de spores qui sont disséminés. Ils arrivent, essayer de limiter leur développement. Et puis, essayer aussi des pistes envisagées par les pratiques les systèmes de conduite, limiter notamment le nombre de plaies de taille qui sont réalisés au cours du travail chez la vigne. Côté plantes, eh bien, ça peut être de mieux contrôler les facteurs environnementaux qui sont impliqués, donc qui peuvent intervenir, comme l'impact des sols lourds et profonds, des itinéraires techniques, travailler sur la vigueur de la plante. On sait de plus en plus que cette relation vigueur et expression de la maladie, eh bien, il peut y avoir des choses qui sont présentes. Et puis, pourquoi pas, une autre piste, c'est d'utiliser le potentiel de la plante, et notamment, on sait qu'elle est capable de se défendre, et bien de mieux comprendre ces capacités de la plante pour mieux les stimuler et donc la rendre plus efficace et mieux préparée pour lutter contre ces champignons-là. Donc avant de vous présenter les pistes de recherche, je vais juste vous présenter donc les trois principales maladies du bois, l'ESCA, le typiose et le black d'éderme, de façon rapide pour après passer aux pistes de recherche. Donc je ne fais pas les maladies du dépérissement des jeunes plantations puisque ce sera abordé après par Philippe. Donc concernant le typiose, la symptomatologie, elle est caractérisée par un rabougrissement des rameaux, par des feuilles qui sont chlorotiques et crispées. Au niveau des inflorescences, on peut voir soit des dessèchements, soit des coulures ou des milrandages. Et puis, associé à ces symptômes foliaires, bien, au niveau du bois, des nécroses caractéristiques avec de couleur brune et puis des rayures foncées. Donc ça, c'est pour le cas de l'eutypiose. Pour l'ESCA, symptomatologie, donc on peut distinguer une forme lente ou une forme foudroyante, qui est beaucoup plus sévère. Au niveau de la forme lente, elle est associée à des décolorations qui peuvent être différentes selon si on est sur cépage blanc ou cépage noir, mais toujours plus ou moins associée à un liseré au cours de ces décolorations. Et puis pour la forme apoplectique, eh bien, on voit un dessèchement rapide des rameaux et des fruits. Alors pour ce dessèchement, souvent on le perçoit avant sur les fruits, qui sont des organes gorgés d'eau, et après en décalage après sur les feuilles. Et puis, associé à ces symptômes foliaires, avant tout, les symptômes dans le bois, donc ce que l'on observe dans le bois. Donc, au centre, une pourriture molle que l'on appelle aussi l'amadou, avec associé des nécroses brunes sectorielles et puis des ponctuations noires. Au niveau du black d'éderme ou du BDA, donc au niveau de la symptomatologie, on a des digitations internervaires sans liseré jaune qui fait une petite distinction avec l'ESCA. Donc cette subtilité, elle n'est pas toujours facile. Donc quand on fait des inventaires, bien, on peut retrouver, selon les organismes, une association ESCA-BDA. Avec une association sous l'écorce, donc si vous êtes dans les vignes, sans abîmer trop le cep, vous pouvez faire des fois sur la partie rameau, la zone où vous voyez l'expression des symptômes, on pèle un peu, on retire l'écorce et vous pouvez voir donc sur la photo en bas cette décoloration et cette bande brune sous l'écorce. Associé dans le tronc donc des nécroses qui sont plus de couleur gris comparativement à tout à l'heure aux couleurs brunes que l'on a vues pour l'ESCA.
Si on fait une synthèse un peu de l'expression de cette symptomatologie au cours du temps, donc c'est un document qui a été réalisé et qui m'est prêté par Philippe Larignon, on voit que les symptômes de typiose, on les retrouve généralement au moment du débourrement, donc juste après le débourrement, et très vite, on voit cette expression des symptômes assez caractéristiques. Le black des darmes est plus après, donc en période de floraison, et l'ESCA apparaît, l'ESCA apparaît beaucoup plus après sur fin floraison, la partie nouaison, véraison et jusqu'à récolte, jusqu'à vendange. Donc avec les symptômes qu'on a décrits précédemment. Par rapport à ça, donc les agents responsables, j'y reviens juste un petit point pour vous montrer qu'il y a une complexité. C'est pas un cep qui va porter, c'est pas parce que le cep exprime l'eutypiose qu'il ne porte que le pathogène responsable de l'eutypiose. Comme je vous le disais tout à l'heure, les ceps portent l'ensemble de ces pathogènes. Et après, eh bien, quand probablement une possibilité, il a plus le type alata, ou en tout cas il est plus présent en inoculum, eh bien, on va voir l'expression des symptômes de l'eutypiose. Il a présence aussi des symptômes associés à l'ESCA. Donc, je vous ai mis les principaux, Phaeoacremonium, Phaeomonilla, Fomitiphoria. Et eh bien, ces champignons sont présents dans le bois. Et selon l'importance de l'inoculum, selon le sol, l'environnement, les facteurs environnementaux, il y aura expression de l'ESCA. Et associé au black des darmes ou au Botryosferia dibac, principalement les champignons de la famille des Botryospheriaceae. Donc les points communs à ces trois maladies-là, eh bien généralement ces maladies on ne les trouve pas dans les jeunes plantations, on les trouve plus dans les vignobles âgés de 8 ans, avec un pic de ce qui est dit actuellement, c'est qu'on a un pic sur la période 15-25 ans. L'expression des symptômes foliaires, on l'a vu pour d'autres maladies, l'expression de ces symptômes foliaires, elle est fluctuante. L'expression des symptômes dans les bois, ces nécroses dans les bois, une fois qu'elles y sont, elles y restent. Par contre, l'association de ces symptômes dans le bois et de l'expression foliaire, elle est fluctuante. C'est-à-dire qu'une année, vous pouvez faire un relevé cep par cep dans une parcelle. Vous avez un cep qui exprime les symptômes foliaires, typiques de l'eutypiose ou de l'ESCA. Une année, l'année suivante, 2 ans, 3 ans après, n'exprime plus ces symptômes foliaires. Et 5 ans plus tard, de nouveau exprime la maladie. Donc des travaux sont faits pour essayer de comprendre cette fluctuation. On progresse. À l'heure actuelle, on n'a pas encore tout compris. Un autre point aussi, donc comme je vous le disais, l'ensemble de ces champignons-là sont présents sur le cep. Alors vous pouvez avoir des ceps qui expriment l'ESCA et l'eutypiose. Après, souvent, il y a une balance. Si ça exprime l'un, ça n'exprime pas l'autre. Et d'une année sur l'autre, il peut exprimer l'ESCA et l'année d'après l'eutypiose. Donc cette fluctuation, elle est assez perturbante parce que quand on veut faire des suivis vignobles et qu'on veut essayer de comprendre ce qui se passe à l'échelle de la plante, eh bien, une plante qu'on peut considérer comme bon candidat à suivre une année ne l'est plus l'année d'après, ou est difficile à expliquer. Et puis, comme je vous le disais, pas de cépages résistantes. Des degrés de sensibilité, on sait qu'il y a des cépages qui sont plus sensibles que d'autres. Par exemple, pour l'eutypiose, on sait que l'uni-blanc est très sensible. Nous, en Champagne, sur nos 3 cépages, on a très peu d'expression de l'eutypiose. L'autre point commun, c'est que ces champignons, tous, sont capables de produire des molécules. Alors, tout d'abord, ils sont capables de produire des enzymes, les enzymes nécessaires à la dégradation du bois. Donc ça, on essaye de comprendre aussi comment ils font. Il y a un relais entre eux, c'est pas tous en même temps, il y a une certaine hiérarchie. Il y a des champignons qui sont pionniers, d'autres qui arrivent secondairement. Donc, comprendre cette mécanique. Et puis, ces champignons sont aussi capables de produire des molécules. Alors, des molécules dont certaines sont toxiques. Pourquoi cette hypothèse? Les champignons sont présents dans le cep, sont présents au niveau du bois. Ces champignons sont capables de bouger, de circuler dans la plante. Ce qui est sûr, c'est qu'on ne les retrouve jamais ou rarement dans les parties herbacées. Dans les parties herbacées, c'est-à-dire dans les rameaux herbacés et dans les feuilles. Et pourtant, vous, quand vous êtes dans la parcelle, vous voyez l'expression des symptômes foliaires, alors que les champignons ne sont pas présents. Ces champignons qui sont présents dans le bois sont capables de produire des molécules, les molécules qui sont véhiculées par les sèves, et pourraient, je dis bien pourraient, on est encore en train de dénouer les ficelles, essayer de comprendre, pourraient intervenir en partie dans l'expression de ces symptômes foliaires en affectant certains mécanismes de la plante. Après, ça n'explique pas tout. En tout cas, cette partie-là, c'est une hypothèse et certaines équipes y travaillent pour essayer de comprendre ce qui se passe et essayer de comprendre ce dialogue qu'il y a entre les champignons qui sont dans le bois et l'expression visible que vous voyez au niveau des feuilles. Donc, les avancées de la recherche, donc qu'est-ce qu'on fait actuellement et quelles sont les pistes ? Alors, par rapport à ça, la grosse problématique, c'est qu'on se retrouve dans une parcelle avec des ceps qui sont voisins, sur le même sol, avec quasiment le même microclimat.
il y a un voisin qui exprime la maladie, l'autre qui n'exprime pas. Ils ont la même microflore, une microflore bénéfique, une microflore pathogène. Et comment expliquer qu'avec le même sol, les mêmes conditions climatiques, là, à l'échelle microparcellaire, eh bien, on ait des cèpes porteurs sains qui n'expriment pas et des cèpes qui expriment. Donc, les pistes et les recherches que je vais vous présenter à l'échelle de l'Europe et en France. Alors, tout d'abord, à l'échelle de l'Europe et en France, comment on se construit les grands axes de la recherche. Donc, il y a tout d'abord l'axe 1 qui concerne la pathologie et les pathogènes et l'épidémiologie. Donc, on s'intéresse vraiment aux champignons impliqués, à les caractériser, à les comprendre. Parce que ce n'est pas facile entre ce qu'on fait nous au laboratoire, dans nos boîtes de pétri, et ce qu'il y a réellement dans la plante, le fonctionnement est complètement différent. Et puis les identifier, les caractériser, les molécules qu'ils produisent. La deuxième partie, l'axe 2, c'est au niveau de l'écologie microbienne. Eh bien, on a des cèpes, oui, ils ont des pathogènes, mais ils ont aussi des bactéries bénéfiques. Quelle est la part de ces micro-organismes bénéfiques, de ces micro-organismes pathogènes? Est-ce que cet équilibre fait qu'une plante peut exprimer plus qu'une autre? Donc, comprendre ces relations-là. Et aussi dans la finalité d'identifier des micro-organismes bénéfiques qu'on pourrait utiliser comme agents de lutte biologique. L'axe 3 qui concerne cette interaction vide-pathogène et qui est là pour comprendre ce dialogue entre les champignons et la plante et qu'est-ce qui se passe. Toutes ces connaissances nous sont nécessaires pour mieux comprendre la maladie, pour au final proposer des moyens de lutte. On peut essayer de chercher à tout va et tester des moyens de lutte. Oui, on le fait parce qu'on a bien conscience de la gravité de la maladie, mais après on est là aussi pour avoir des connaissances fondamentales. On a besoin de ces connaissances fondamentales pour mieux proposer des moyens de lutte. Les moyens de lutte, donc, qui concernent les deux, les moyens de lutte pépinière, les moyens de lutte vignoble, les stratégies ne sont pas les mêmes puisqu'on ne touche pas les mêmes cibles. Donc la finalité étant de proposer des recommandations pour mieux lutter au niveau du vignoble. Donc par rapport à ça, comme l'a dit Eric tout à l'heure, depuis novembre 2013 a été validé par l'Europe un projet à l'échelle de l'Europe qui est là pour proposer des recommandations aux viticulteurs. Et la finalité de cette action COS, donc qui va durer 4 ans, elle est là pour animer des réunions. Alors animer des réunions, ça concerne qui ? Au niveau de l'Europe, a signé et a accepté de participer à ces réunions de travail. Ça ne finance que des réunions de travail entre chercheurs, entre privés, entre publics et entre viticulteurs, puisque sont conviés des pépiniéristes, des viticulteurs. Des réunions entre 21 pays. Donc 21 pays de l'Europe ont décidé de participer. En tout, on est 110 experts dans différents domaines et ça touche le privé et le public. Et on se réunit 4 fois par an sur les 4 grandes boîtes que je vous ai présentées et on échange sur ces thèmes-là, on met en commun nos connaissances. Et je vous montrerai donc les pistes qu'on a déjà mis en place et ce qu'on va proposer pour l'année d'après. Il faut que je me dépêche. Donc à l'échelle de la France, vous pouvez voir que partout où il y a des régions viticoles, partout il y a des organismes qui travaillent sur cette problématique-là. Et on travaille en réseau ensemble. Alors, au niveau de l'axe 1, je vais reprendre mes 4 boîtes que je vous ai présentées. Je vais vous dire ce qui est en cours et ce qu'on envisage dans les prochaines années. Donc, au niveau de l'Europe, on caractérise des pathogènes pour l'escale, le black des dames. On commence à comprendre les cycles de développement. Ce qui est en cours et les pistes envisagées, c'est de poursuivre la caractérisation des champignons, les séquencer parce qu'on a besoin de connaître leur génome pour savoir ce qu'ils produisent, comment ils agissent sur la plante, de développer des outils de diagnostic. Donc ça va commencer à arriver. Il y a eu un projet européen où il y a un outil de diagnostic qui va sortir, c'est Mycorrhizae, où on peut identifier 11 pathogènes. Il y a un autre outil que les Canadiens ont mis en place, où eux, ils peuvent distinguer une 60aine de pathogènes. Ça va commencer à arriver sur le commerce, donc ça va être bien pour la suite. On va pouvoir mieux donner la qualité des plants produits. Et puis nous aider au vignoble aussi. Ça va être de continuer l'inventaire des champignons. On en a caractérisé certains, mais à mon avis, on n'a pas tout. Ça va être aussi de réaliser un inventaire des maladies en Europe. Donc là, au niveau du COST, on a fait un questionnaire qu'on va diffuser à des gens spécifiques dans tous les pays impliqués en Europe pour savoir quelles maladies ils ont, l'intensité dans leur vignoble, quel cépage est touché. Donc ça, c'est important d'avoir ce coût économique. L'importance des pratiques culturelles, on va y travailler aussi. Et puis l'épidémiologie. Donc là, vous en entendez beaucoup parler. Les drones, ça touche tout le monde.
Donc, en vignoble, au niveau des vignes, on commence à développer les drones, mettre un outil pour distinguer les différents symptômes. Ça ne va pas être facile à bien caractériser ce qui est de l'eutypiose, du cournoyer, de l'escar, d'une chlorose. Donc, à mon avis, les drones, c'est bien, mais ça va mettre du temps parce qu'il va falloir distinguer les différents symptômes. Sur l'axe 2, on caractérise des cépages symptomatiques, on connaît la microflore, on connaît la microflore de différents tissus, on sait ce qui est pathogène bénéfique. Il faut continuer de caractériser cette microflore. On a identifié des cépages spécifiques en Europe, puisqu'on voudrait d'abord travailler à l'échelle de l'Europe. Donc on a retenu en commun au niveau du COS le chardonnay, le cabernet, le pinot noir, et puis dans chaque pays un cépage spécifique. Et puis l'idée, c'est de sélectionner des micro-organismes bénéfiques pour les étudier par la suite. Au niveau de l'axe 3, c'est de mettre des modèles simplifiés. Le vignoble, c'est bien, mais on a besoin de modèles simplifiés en laboratoire pour mieux comprendre. Pour le typiose, c'est OK, c'est validé. Pour l'ESCA et le Black des Darmes, on doit encore y travailler. On arrive à faire des choses, mais ce n'est pas assez répétable, donc on doit encore améliorer le système. Travailler sur la variabilité intra-vinifera, comprendre ce qui se passe entre les différents cépages, caractériser l'impact des facteurs environnementaux et mieux comprendre aussi la physiologie de la plante et ce qui se passe, comment elle réagit et son potentiel pour mieux lutter. Au niveau de l'axe 4, les moyens de lutte, donc il y a de la prophylaxie. La prophylaxie, elle est efficace et il faut continuer à le faire. Les pratiques culturales, celles qui sont conseillées. Il y a un produit commercialisé à base de trichoderma qui a une efficacité partielle, qui reste encore à améliorer, qui peut être utilisé, qui n'est pas aussi efficace que l'arsénite, mais qui est commercialisé actuellement. D'autres pistes sont envisagées sur les agents de biocontrôle. Il y a des équipes qui travaillent avec Pythium oliganthrum, d'autres trichoderma, des bacillus. Et puis, il y a des essais avec des fongicides aussi dans différents pays. Alors, la recherche en France, à l'heure actuelle, 3 projets sont financés par le CNIV et par les programmes CASDAR. Donc, le premier qui concerne l'agressivité des champignons et d'étudier le mode d'action de l'arsénite. Donc, j'ai juste une diapo après pour expliquer ce qu'on entend par cette recherche-là, puisque je suis porteur de ce projet-là. La deuxième partie qui concerne la microflore pathogène et protectrice du bois de la vigne et les réponses adaptatives de la plante, c'est géré par l'INRA de Bordeaux, par Patrice Ray. Et puis le troisième projet qui concerne à évaluer l'impact des techniques agricoles et des facteurs environnementaux pour prévoir et lutter contre les maladies du bois de la vigne. Et ça, c'est porté par la Chambre d'agriculture. Donc un petit point sur le programme arsénite. Le programme arsénite, je dis tout de suite, c'est juste à titre expérimental. L'objectif de ce programme-là sur 4 ans n'est pas de remettre l'arsénite sur le commerce, ça c'est non envisageable. C'est trop dangereux pour l'être humain et pour l'environnement. Par contre, je vous l'ai dit, depuis que ce produit a été retiré, on ne retrouve pas quelque chose d'aussi efficace. Donc, on a quand même réussi à valider un projet. On refait des traitements comme c'était. On prélève des plantes, on prélève du sol. Et on va essayer de tout recaractériser. Ce que ça faisait sur la microflore, la bénéfique, la non bénéfique, ce que ça faisait sur la physiologie de la plante, quelle voie métabolique était touchée, les quantités qu'on retrouve dans la plante, dans le sol. Et essayer de voir si on peut retrouver des produits de substitution. La finalité, elle est là, c'est de voir si on peut retrouver des produits de substitution aussi efficaces qu'était l'arsénite. Donc ça, c'est une des pistes envisagées. Autre projet de recherche, il y a un projet maladie du bois financé par France Agrimaire, donc porté par Philippe Larignon de l'IFV, dont les principaux axes sont d'identifier les causes responsables de ces maladies-là, de mieux comprendre les cycles de développement des champignons, d'identifier les facteurs agronomiques, les méthodes de lutte et aussi de voir l'impact œnologique que ces maladies ont sur le produit fini. Et puis un autre projet avec l'Université de Poitiers et moi-même sur la mise au point d'un modèle simplifié et de tester des moyens de lutte. Et là, on teste un couplage de moyens de lutte chimiques et biologiques. À l'échelle de l'Europe, donc, il y a le projet Mycorrhizae qui est là pour développer un outil de diagnostic des champignons, donc 11 pathogènes qui seraient impliqués dans les maladies du bois, et un projet Interreg Bacchus entre l'Alsace et l'Allemagne, où là, l'objectif, c'est les maladies du bois et la variabilité intra-vitis vinifera. Et enfin, un dernier projet qui a été validé récemment, donc qui est porté par Eric Serrano ici présent. Donc, si vous avez des questions, vous pourrez lui poser des questions. Donc, c'est le Winework. Ce projet européen concerne maladie du bois et flavescence dorée, concerne ces 2 maladies qui sont une problématique à l'heure actuelle. Sont impliqués 7 pays, donc l'Allemagne, la Croatie, l'Espagne, la France,
la Hongrie, l'Italie et le Portugal. Et la finalité de ce projet, dans ces 7 pays, avec 1, 2 ou 3 régions viticoles dans ce projet-là, étant de faire le bilan des pratiques culturelles qui sont réalisées. On sait bien qu'on fait différent selon les pays, et on voit que dans certains cas, les maladies s'expriment moins selon telle pratique culturelle. Eh bien, on va se mettre autour de table, on va discuter, on va faire un inventaire bibliographique, un inventaire avec les personnes ressources techniques de ces différents pays, et voir si on peut dégager des pistes à proposer pour l'ensemble de la communauté viticole. Juste pour, si vous êtes curieux, je pense que je l'ai mis sur le site le document de ma présentation. Donc pour l'Action COS, il y a un site internet que vous pouvez aller consulter. C'est en anglais, mais c'est assez convivial. Au moins, vous pouvez aller regarder ce qu'on fait. Le programme CASDAR, les programmes CASDAR, l'INRA a mis en place un site. Donc il y a un site où vous verrez nos 3 programmes CASDAR qui sont développés. Et puis, bien, vous avez eu aujourd'hui les fiches de l'IFV qui sont pour description Eutypios, ESCA et Black des Dames. Je vous remercie de votre attention.